Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 et demi on va dire, pour le moment, et 3 sujets. Alors, Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Bonjour. Philippe Murer et ses lunettes rouges. Bonjour. Et Thomas White qui porte une jolie petite abeille au revers, parce qu'il est le créateur du Rucher Patriote, et il va nous en parler 1 minute. Alors, Rucher Patriote, c'est un site d'annonces et d'échanges entre patriotes, une sorte de Le Bon Coin pour patriotes, c'est-à-dire pour personnes qui partagent un même corpus de valeurs, qui sont celles que nous, on a regroupées sur notre site internet qui s'appelle rucher-patriote.fr, dans une charte de valeurs qu'on peut retrouver sur ce site pour voir si on y correspond. Et si c'est le cas, les gens peuvent nous rejoindre, toujours via le site rucher-patriote.fr, rubrique inscription. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous avais dit qu'il y avait 3 invités et un 4e, et on ne sait pas où il est, quelque part dans la nature. Il s'appelle Olivier Piacentini. On va lui tuer les oreilles, on va surtout espérer qu'il sera là pour le 2e sujet. Alors, les 3 sujets, justement. Le premier, c'est une publicité Sephora avec des femmes voilées, qui s'appellent les hijabeuses. On va revenir et on verra surtout la publicité vidéo. Le 2e sujet, c'est la France doit-elle aider Giorgia Meloni, qui l'Italie fait face à un afflux de migrants à Lampedusa, mais pas seulement à Lampedusa. Et le 3e sujet, c'est les BRICS. Cette organisation qui rassemble 5 pays pour le moment et qui vient de s'élargir à 6 supplémentaires. On va voir si c'est une organisation ennemie de l'Occident, parallèle au G7. On va revenir là-dessus. Voilà, à tout de suite pour le premier sujet avec la vidéo qui suit. Moi, c'est Khadija, j'ai 26 ans. Actuellement, je suis conseillère clientèle. Je suis d'origine malienne. J'ai commencé le foot parce que j'aimais bien me donner, j'aimais bien être dans une équipe. Ça rassemble énormément de monde. J'ai pas vraiment fait de foot en club parce que je me sentais pas forcément à ma place. Et vraiment, la première équipe à laquelle j'ai fait partie, c'est les hijabeuses. Je me sens à l'aise avec ce groupe parce que je retrouve des filles qui ont le même combat que moi. Elles m'ont aidé à gagner en maturité, à comprendre mes droits. Elles vont beaucoup me soutenir dans tout ce que j'entreprends. C'est inclusif. Il y a des femmes non musulmanes comme des femmes musulmanes. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a attirée. Alors, cette vidéo, vous l'avez vue, elle met en scène des femmes voilées dans un club qui s'appelle les hijabeuses. Les hijabeuses, le hijab, c'est ce voile qui recouvre leur tête. Et c'est une publicité Sephora diffusée sur les réseaux sociaux et qui fait pas mal de buzz. Alors moi, la question que je me pose et que je vous pose à tous, c'est est-ce que c'est logique de faire cette publicité parce qu'elle montre l'évolution du pays, ou est-ce que c'est parfaitement scandaleux et que vous êtes, comme certains, outrés par cette publicité qui commence ? Philippe ? Oui, cette publicité est assez énervante parce que c'est quand même... On voit qu'il y a tous les codes d'une propagande, de l'inclusion, de la diversité, etc. Et moi, ce qui me gêne, je dis que les entreprises arrêtent de faire de la politique. Les entreprises ne sont pas des organisations politiques, des organisations économiques. Et la confusion des gens, la confusion tout court, c'est très mauvais, quoi. C'est le mal. Alors, évolution de la société, vous dites, oui, c'est une France où en fait des pratiques islamistes de pays rigoristes, en fait, sont mises à l'honneur par une grande marque. Et ces pratiques comme l'équipe d'Iran, et je trouve ça extrêmement triste. Ce qui est assez ridicule, c'est le côté provocation, parce qu'on voit ces jeunes femmes à la fois sont maquillées, mais à la fois portent un hijab pour se cacher, et jouent un sport d'homme, traditionnellement dévolu aux hommes. Même si ça a pas mal bougé, on voit le mondial féminin de foot qui a eu beaucoup de succès. Mais c'est plutôt un sport d'homme, et donc tout cela est contradictoire et un peu ridicule. Et puis c'est finalement une France où, à force de flux d'immigration très importants, en fait, il y a
je grossis le trait, un autre peuple, en fait, qui est en train de changer l'identité française, très clairement. Et ça, c'est gênant. Sans parler de la régression du droit des femmes. Parce que parce que c'est quand même cacher un corps qui est réputé impur pour éviter que les hommes jouent avec leur pulsion, jouent sur leur pulsion. Ce qui est gênant, c'est que parfois, ceci est volontaire, on le sait, volontaire entre guillemets, mais volontaire quand même. Mais parfois, c'est le port du hijab. Le port du hijab ou du voile, mais parfois c'est imposé. Céline Pina, qui est une intellectuelle de gauche, ancienne du Parti Socialiste, qui vit dans les banlieues, dit « J'ai des amis dans les banlieues qui me disent, en fait, je suis obligée de porter le voile. Oui, je suis féministe, mais en fait, je suis obligée de le porter, sinon je suis harcelée régulièrement partout, les caïds des cités. On va faire le tour. Oui, à l'appui de ce qui vient d'être dit et auquel j'adhère complètement, il faut bien voir que ces jeunes filles ne sont pas là par hasard, elles sont complètement encadrées et briefées par les frères musulmans, qui sont une organisation extrêmement efficace en matière de prosélytisme islamiste, depuis de nombreuses années et qui sont adossés à la Turquie et au Qatar notamment. Financés par eux. Financés largement par eux et avec une complaisance de l'État et de la classe politique française qui est obscène. Pourquoi ? Parce que notamment il y a la corruption, il y a l'argent. Quand on va faire une conférence payée $200 000 au Qatar, on n'a rien à refuser aux frères musulmans. Vous parlez de Nicolas Sarkozy ? Par exemple. Okay. Et il n'est pas le seul. Oui. Cette espèce de complaisance, je dirais, velléitaire d'une classe politique française, dont on ne sait pas très bien si c'est la stupidité ou la cupidité qui l'emporte, et en tout cas avec une méconnaissance du corpus théologique de l'islam qui est masqué sous l'idée que toutes les religions ont les mêmes buts et les mêmes moyens. Tout ça fait que finalement il y a une subordination de la France et des autres pays d'Europe par les frères musulmans qui mènent un combat extrêmement intelligent, organisé, efficace. Donc vous dites... Laurent, vous dites que Sephora est complice des frères musulmans. Mais bien sûr, puisque c'est... Est-ce que Sephora, c'est l'idiot utile ou est-ce que c'est l'entrepreneur qui met son pouvoir de communication, son argent, au service de cette cause ? C'est d'abord l'idiot utile. C'est-à-dire que les grandes sociétés de ce genre cherchent à conquérir tous les marchés, y compris les marchés des banlieues. Or, on sait que dans les banlieues, il y a beaucoup d'argent qui circule par le trafic de drogue, et cela crée un marché pour les grandes marques qui sont extrêmement intéressées à vendre aux jeunes des banlieues des chaussures Adidas, des survêtements de marque, etc. Il faut savoir que les vêtements de marque se vendent dans les banlieues. Et pas seulement des imitations. Et pas seulement des imitations. On va faire le tour. Thomas White. Oui, tout d'abord, sur le fond de l'évolution sociétale, comme l'a dit Philippe Meurer, effectivement, c'est représentatif, hélas, de la progression, indiscutablement, d'un phénomène de grand remplacement progressif de la population. Effectivement, la population change, et d'islamisation qui en résulte, puisqu'une partie des populations nouvellement installées sont travaillées historiquement et civilisationnellement par l'islam, donc le colporte. Mais par ailleurs, sur le plan de cette opération de com', si j'ose dire, on est effectivement ici à la convergence, d'une part, d'un phénomène que certains appellent le capitalisme woke, et d'autre part, de l'islamo-gauchisme. Et je m'explique. Islamo-gauchisme, pourquoi ? Parce que l'association, les hijabeuses, en fait, visiblement, c'est un collectif sportif informel. Ils ne sont pas structurés en association, mais ils sont adossés à une autre association qui s'appelle l'Alliance citoyenne, qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été fondée par des gens d'extrême gauche, des militants issus notamment de Sciences Po et autres, du cursus français bien traditionnel, des militants qui ne sont pas du tout issus de l'immigration extra-européenne ou musulmane, qui ont fondé cette structure en utilisant toutes les ficelles traditionnelles de l'extrême gauche, notamment en s'inspirant des méthodes de Saul Alinsky, qui est un Américain qui, dans les années 70, a théorisé ce qu'il appelle l'empowerment, c'est-à-dire le fait de mettre d'aller chercher des populations dans les quartiers populaires, de leur dire « vous avez des problèmes, regardez, on leur donne une explication, on leur donne
une cause qui généralement est orientée idéologiquement, on leur dit sortez des pancartes, allez faire manifester, etc. Ça s'appelle la structuration. Donc ce mouvement qui s'appelle Alliance citoyenne, c'est dans ce cadre-là que sont nées ces hijabeuses en 2020, quelques semaines ou quelques mois après que les frères musulmans, par ailleurs, qui ont effectivement un travail d'infiltration énorme dans toutes les structures, localement dans des municipalités en France, au niveau national, on l'a vu avec Laurent parlait de Nicolas Sarkozy, mais bien sûr aussi beaucoup au niveau européen. Ils ont obtenu par exemple que l'Union européenne promeuve aussi le hijab. Oui. Et quelques mois après, quelques semaines même après que les frères musulmans aient fait avancer ça au niveau européen, sont nées les hijabeuses. Donc ça c'est l'islamo-gauchisme. Mais est-ce que ça marche ? Mais oui, ça marche. Oui, mais Philippe Murer a dit qu'en fait, Sephora faisait de la politique. Mais est-ce que Sephora n'est pas en train de s'inscrire contre la loi ? Je vous rappelle que la Fédération française de foot a interdit le port du hijab, et ça date de cet été. Et que pas plus tard qu'il y a quelques jours, le port du hijab, du voile, du camis a été interdit à l'école. Donc, c'est pas seulement de la politique où il pourrait y avoir le port d'un message, c'est une société qui s'inscrit contre les lois de la République. Et c'est d'ailleurs représentatif de cette structure moderne du capitalisme dévoyé depuis les années 80, notamment par une création monétaire échevelée, etc., c'est que ces multinationales, ce sont des multinationales, ça, eh bien, elles se moquent éperdument des lois des États-nations, elles s'assoient dessus, et elles sont parfaitement impunies par ces mêmes États-nations qui ne sont plus que la valetaille de ces multinationales. Le monde aujourd'hui est un monde plutocratique, c'est-à-dire que c'est le gouvernement des multinationales, donc des concentrations capitalistiques phénoménales, qui gouvernent des États-nations qui ne sont plus que des coquilles de plus en plus vides. La plutocratie, c'est le gouvernement des riches pour les riches. Voilà, ça vient du grec plutos, riche. Il a raison, Laurent, parce qu'en fait, effectivement, c'est le pouvoir des multinationales. Derrière, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir économique. Ils donnent des sièges, ils donnent des places aux fils d'eux. Je sais que chez LVMH, il y a des fils d'eux et dans d'autres grandes entreprises. Et c'est des cadeaux et ça permet d'asseoir l'influence. Mais ils ont aussi une influence sur les médias, puisqu'ils ont acheté tous les médias français. Parce que derrière Sephora, vous venez de le citer, il y a LVMH. Et derrière LVMH, il y a les Échos et tout un groupe de presse très important. Enfin, c'est plutôt LVMH qui possède les Échos. Oui, tout à fait. Les Échos qui possèdent LVMH. Bien sûr. Non, mais, et en fait, le pouvoir média et ensuite le pouvoir politique. Qui contrôle les médias peut lancer des candidats comme Emmanuel Macron et mettre de côté des candidats qui ne plaisent pas comme François Fillon. Donc c'est vrai que ce pouvoir des multinationales est énorme et ils en font très mauvais usage, très clairement. Ils en font très mauvais usage et tous ceux qui sont des militants politiques efficaces, comme c'est le cas malheureusement du gauchisme, on peut le critiquer sur le fond, mais sur la forme, techniquement, ils sont très très bons pour faire passer leurs idées, c'est pour ça qu'elles se diffusent beaucoup, eh bien savent l'utiliser, les gauchistes, et derrière, les islamistes qui se sont inspirés des mêmes méthodes et qui parfois ont été formés par eux dans nos pays occidentaux. Et c'est exactement ce qu'on voit, c'est parce que ces multinationales sont devenues puissantes qu'elles sont investies par des militants politiques qui se disent il faut les utiliser comme un levier pour faire passer nos messages. Parce que la question qu'on peut se poser pour Sephora, c'est pourquoi Sephora va dans cette galère ? Qu'est-ce qu'elle a à y gagner ? Elle pense sans doute d'essayer de vendre des produits à une nouvelle clientèle issue d'une certaine immigration, à la clientèle musulmane, mais c'est vrai qu'elle peut braquer aussi. Il y a un fabricant de whisky, Jack Daniels, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui a vu ses chiffres, son chiffre d'affaires baisser considérablement parce qu'ils ont fait du wokisme, eux aussi. Et les consommateurs aux États-Unis de ce type de produits ont bien réagi, ont réussi à boycotter finalement de facto. En tout cas, ils ont fait des choix de consommateurs. Et c'est la seule réplique d'ailleurs qu'on peut donner face à cet engagement inapproprié d'entreprises. Sinon, le boycott, en tout cas, on peut appeler tous ceux qui sont choqués par ça à faire usage de leur simple pouvoir de consommateur en disant il y a d'autres marques qui distribuent des parfums, des cosmétiques, puisque c'est ce que fait Sephora. Peut-être qu'on peut aller en acheter ailleurs tant que Sephora s'est pas expliqué ou n'a pas cessé de faire de la politique. On leur demande même pas d'avoir un positionnement opposé, juste d'avoir un positionnement neutre. Mais ils se laissent contaminer. Le pouvoir politique devrait. Il ne peut pas interdire ce que fait Sephora, c'est compliqué. Mais il peut dire, non, franchement, Sephora, ce n'est pas votre rôle de faire de la politique, arrêtez avec ces publicités. Il pourrait mettre la pression dessus et ça aurait quand même du pouvoir dessus. Alors, aux États-Unis, ce n'est pas Jack Daniels, mais ça revient au même, c'est Budweiser, une bière pour le entre guillemets, mal américain, qui a utilisé Bill Mulvaney, un trans, pour faire sa publicité. Des chiffres, effondrement des ventes de 25 à 30% et un effondrement durable sur plusieurs mois. Mais je vais vous dire, la différence
et je pense que l'expérience Budweiser a éclairé Sephora, c'est que Budweiser avait diffusé une publicité mainstream sur tous les réseaux, les grands réseaux télévisés, alors que cette publicité, elle fait partie d'une politique de segmentation. Elle est sur Instagram et en fait, elle va être en diffusion virale auprès des gens qui sont intéressés par cette cause. Et c'est là où Sephora fait de la publicité. Ça leur a échappé, assez habilement. Puisque ça a fait une polémique, surtout en sortant cette vidéo au beau milieu de toute l'affaire autour de l'abaya, son interdiction à l'école, etc. etc. Et puis la réaction, c'est ça, c'est de sanctionner ces entreprises au portefeuille, c'est la seule méthode. Mais ça marche pas, parce que ça marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Nike a fait la même chose. Parce que Decathlon a fait la même chose. Decathlon avait mis en avant une ligne de vêtements musulmans pour courir. Nike avait fait quelque chose d'assez similaire. Et ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas. Non. Aux États-Unis, ça marche puisque Budweiser commence à se poser la question, se dit qu'ils ont fait une énorme erreur et reviennent dessus. Disney, qui s'est engagé dans le wokisme, a vu son image de marque se dégrader tellement fortement auprès du public américain qu'ils sont en train de revenir dessus. Alors vraiment, c'était les papes du wokisme, et en plus par le cinéma. Il y a aussi BlackRock, parce que tout ça était aussi... BlackRock étant le plus gros fonds d'investissement au monde, je le remets dans le contexte. Tu as plusieurs milliers de milliards. Exactement, 10 000 milliards de dollars. Démentiel. Donc, quelque chose de démentiel, et ils ont joué à fond sur la responsabilité sociale et économique des entreprises pour promouvoir du wokisme, et ils sont en train de l'abandonner parce que les Américains ont réagi vraiment très très fortement, et les boycotts sont suivis, ce qui n'est pas le cas en France. Et juste pour élargir un tout petit peu, c'est que la publicité, de toute manière, c'est toujours une propagande idéologique. La publicité pour une marque de voiture, etc., vous regardez, il y a une propagande idéologique, un message qui est porté. Donc la publicité, c'est politique. En fait, et c'est gênant, et ça pose un vrai problème. Pour moi, on ne se pose pas la question, mais ça pose un vrai problème, puisqu'on reçoit des centaines de messages publicitaires chaque jour, et ça façonne finalement, ça façonne un peu l'état d'esprit des gens, et l'esprit des gens, et ce que pensent les gens. Et ça devient de plus en plus gênant. Mais en général, les marques essayent de faire des messages qui sont plutôt consensuels, ou s'appuient sur des valeurs qui sont dominantes. Ce qui surprend plus, c'est quand elles décident d'utiliser des valeurs extrêmement clivantes, ou de se faire carrément les propagandistes d'idéologies qui sont extrêmement, on va dire, au minimum novatrices, voire révolutionnaires dans le plus mauvais sens, ou dans le sens le plus d'extrême gauche du terme. Oui, comme c'est le cas avec le wokisme. Parce que Sephora, on n'est pas à leur coup d'essai. En 2018, je crois qu'ils avaient fait aussi, ils avaient mis en avant Oui, Sephora, ils avaient fait une campagne de communication avec un transsexuel, je crois, ou je ne me souviens plus le détail. Okay. Mais en tout cas, quelque chose qui était d'ailleurs extrêmement différent de l'islam. C'est là où on voit qu'effectivement, ils sont par rapport aux frères musulmans des idiots utiles. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans une logique de dire on va promouvoir la diversité, on promeut le transsexualisme à un moment, le lendemain, on va promouvoir le voile islamique, on ne voit pas du tout la contradiction qu'il y a entre les deux, alors que la contradiction est évidemment énorme. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que disait Philippe Meurer à propos du voile, effectivement, promouvoir le voile, ces gens-là s'imaginent, c'est là où ils sont des idiots utiles, que c'est promouvoir la diversité, alors qu'en réalité, le voile, dès qu'il s'installe et qu'il devient majoritaire, en réalité, il crée une oppression. Ces gens-là prétendent lutter contre les oppressions. Ils pensent sincèrement, souvent, les wokistes ou les gens qui s'y laissent embrigader, comme visiblement les communicants de Sephora, ils pensent qu'ils luttent contre une oppression, alors qu'en réalité, ils en installent une. Car effectivement, partout où des jeunes filles commencent à être majoritaires, ou même une forte minorité à porter le voile, celles qui ne le portent pas commencent à sentir une pression, et quand elles deviennent minoritaires, cette pression devient quasi obligation. Et ça montre qu'il y a une pure logique de profit chez Sephora, comme Decathlon, Adidas, etc. Le wokisme, c'est pour un segment du marché. Le voile, le hijab, c'est pour un autre segment du marché. Aux États-Unis, effectivement, il y a eu des réactions contre les symboles islamiques dans la publicité, mais il faut considérer une chose, c'est que l'immigration aux États-Unis est très majoritairement latino-américaine et catholique. L'immigration en France est très majoritairement musulmane. Et donc les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des différences de réaction, de réactivité, je dirais, sur ces questions-là entre les États-Unis
et la France et l'Europe. La transposition automatique de beaucoup d'élites, qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême centre d'ailleurs, comme Macron, de schémas mentaux venus des États-Unis ou nés aux États-Unis ne fonctionne pas systématiquement. Parce que beaucoup d'élites se sont fascinées par les États-Unis, même quand ils sont très anti-américains à d'autres égards, et reprennent tout ce qui vient des États-Unis, comme par exemple tous les développements idéologiques autour de la question des Noirs américains, qui n'ont pas du tout la même histoire que les Noirs qui sont présents en France depuis quelques décennies, beaucoup plus récemment, avec un historique complètement différent. C'est pas transposable. Et effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas la question musulmane de l'islam ou de l'islamisme, de manière très marginale, alors qu'elle est très présente en France. Il n'empêche que la publicité, c'est quand même un reflet de la société. Ce sont des gens qui sont très pointus en termes d'analyse des mouvements, soit des signaux faibles, soit des mouvements de fond qui ne sont pas encore bien perçus. Et est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire passer un message? Oui, tout simplement. Le message, c'est qu'il y a une réislamisation intensive des banlieues. Le message, c'est qu'à la troisième génération, il y a beaucoup plus d'influence des courants fondamentalistes musulmans qu'à la première génération. Il est là le message. C'est qu'il y a un courant de réislamisation à travers tout le monde musulman et aussi dans les banlieues. Et quand je parle de réislamisation, c'est au sens du retour des préceptes fondamentalistes. Et l'islam dit des Lumières, il n'est pas en expansion actuellement, il est plutôt en régression par rapport à un islam fondamentaliste. Et dans le monde musulman de l'Atlantique au Pacifique, et parmi les musulmans qui sont installés en Europe. Ils sentent les tendances, oui, mais ils sont court-termistes. C'est-à-dire qu'ils sentent les tendances à court terme, à l'échelle de vie de leur campagne marketing, pas à l'échelle de toute l'histoire d'un pays. Ils sont court-termistes et ils jouent aux apprentis sorciers. Quand ils touchent à la question de l'islamisme et quand ils se laissent manipuler de facto par une antenne directe ou indirecte de la stratégie des frères musulmans. Vous pensez qu'il y aura un retour de bâton? C'est ce que vous peut-être pas pour Sephora, ce serait bien qu'il y ait un retour de bâton parce que ça corrigerait au moins cette dérive de la part de ces entreprises. Maintenant, je pense que sur la dérive sociétale globale auquel malheureusement participe à son échelle Sephora, il y aura un risque de retour de bâton, mais à une échelle beaucoup plus longue, pas pour cette entreprise, pour toute la société française, si on laisse continuer ça. Le retour du fondamentalisme, c'est pas du court-termisme, il en est qu'au début de son cycle. Allez, c'est fini. Merci, messieurs. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet et on va accueillir le quatrième invité qui s'agite en coulisses. À tout de suite. Bonjour, deuxième sujet, et on accueille Olivier Piacentini, que le métro a bien voulu libérer. Alors, deuxième sujet, c'est sur Mélanie et l'Europe. Depuis quelques jours, vous avez vu que des milliers de migrants arrivent dans l'île de Lampedusa. Lampedusa, un petit peu de géographie, c'est entre Malte et la Tunisie. Donc c'est vraiment loin des rives italiennes. Mais pour autant, des dizaines de milliers en réalité de migrants sont arrivés à Lampedusa. Et débordée par cet afflux, Giorgia Meloni a appelé l'Europe au secours. Et je voulais savoir si vous trouviez que c'était logique finalement pour une femme politique élue sur des valeurs et un programme anti-européen et anti-migrant de devoir appeler l'Europe au secours. Et puis plus largement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Poser la question, c'est y répondre, je crois. Poser la question, c'est y répondre en partie. C'est cette ligne, d'ailleurs, la même ligne que le Rassemblement national, Marine Le Pen et Éric Zemmour, Reconquête, de dire on va arrêter les flux d'immigration en restant dans l'Union européenne. Et là, c'est un désaveu total pour cette ligne, pour Mélanie, mais pour cette ligne en général, puisqu'en fait, Mélanie a fait doubler les flux d'immigration sous Mélanie. Les flux d'immigration illégaux ont doublé. Donc, elle en est à appeler à l'aide. C'est un échec dramatique, mais les gens sérieux savaient que ce serait un échec. Parce que l'Union européenne définit 80% des lois sur l'immigration. Et ce sont des lois immigrationnistes auxquelles on n'a pas le droit de déroger. Dans le cas présent, c'est quoi qui se passe en termes de lois? C'est le droit de la mer, qui ne sont pas liés à l'Union européenne, c'est-à-dire quand quelqu'un est en train de se noyer en mer, on doit le sauver. Donc ça, c'est pas un problème, et c'est même une obligation humaniste de le faire, évidemment. Mais elle s'articule avec le droit de l'Union européenne. Alors c'est quel droit? C'est quand le migrant, en fait, arrive sur le sol européen, vous êtes piégé, c'est terminé. Pourquoi? Parce que
ce migrant va faire une demande d'asile, vous devez le laisser faire une demande d'asile, même si c'est évidemment un réfugié économique. Ces processus sont complexes, sont longs, c'est fait exprès et ça dure 6 mois, 1 an. Pendant ce temps, une fois que le migrant, en fait, est sur place et, par exemple, a eu le rejet de sa demande d'asile, 80-90% des cas, bien là, pour le renvoyer, vous ne pouvez pas le renvoyer. Il faut qu'il parte volontairement. C'est la directive retour de l'Union européenne. Il doit partir volontairement alors qu'il est arrivé illégalement. Et c'est si on le rattrape une deuxième fois qu'à ce moment-là, on peut le renvoyer de force. Et encore, vous ne pouvez pas le renvoyer de force en charter, 200 personnes au Mali directement. Il faut le renvoyer par des petits avions de 3 ou 4 personnes qui coûtent une fortune à l'État français. Donc tout est fait, je laisse la parole, tout est fait dans le droit européen pour empêcher d'arrêter les flux d'immigration, très clairement. Et n'oublions pas une chose, nous sommes obligés d'appliquer le droit européen, puisque le droit européen, les traités européens sont la Constitution. Ne pas appliquer le droit européen, c'est violer la Constitution française. Et donc c'est impossible. Parce qu'en filigrane de ce que vous venez de dire, mais vous dites en gros que si l'Italie était sortie de l'Union, elle se serait mieux portée. Elle aurait pu faire quelque chose. Elle aurait pu faire quelque chose. Thomas White. Oui, quelle solution? Est-ce qu'il faut aider l'Italie d'abord? Évidemment, il faut l'aider, mais il ne faut pas l'aider en accueillant des migrants. C'est évident. Il faut l'aider en faisant tout pour, au contraire, aider la France et tous les pays d'Europe à arrêter ces flux d'immigration. Et on peut le faire. C'est un problème de courage politique, avec le soutien de la population. Parce qu'encore récemment, un sondage ELAB commandé par BFM TV a montré que 65% des Français étaient contre l'accueil des migrants, pour des raisons, soit parce qu'ils disent que la France n'a pas les moyens économiques, soit parce que surtout, ils ont une préoccupation aussi qui monte de plus en plus, une conscience que ça met en cause notre identité profonde. Donc il y a un soutien de l'opinion. Par contre, c'est un soutien de l'opinion fondamental, mais ce n'est pas un soutien actuellement des élites médiatiques, des élites intellectuelles universitaires, et surtout de l'ensemble du système juridique, effectivement. Mais Thomas, donc, c'est un peu le coup d'après. Oui, c'est-à-dire comment les empêcher d'arriver. Les mesures, mais exactement. Quand ils sont là, c'est là où effectivement, elle est dépassée. Exactement, elle est dépassée pour la raison qu'a dit Philippe Murer. Il a raison sur un point, c'est-à-dire que Giorgia Meloni, elle est contre l'immigration. Elle voudrait l'arrêter, ça c'est clair dans son discours. Mais elle ne peut pas parce qu'il faudrait qu'elle relève le défi d'appliquer une politique de droite ferme sur l'immigration dans un système juridique et intellectuel qui est entièrement, depuis des décennies, corseté par la gauche immigrationniste, au niveau européen, mais pas seulement, aussi au niveau international. Je pense au Conseil de l'Europe, qui est distinct de l'Union européenne, qui est une organisation internationale, qui là aussi rend des décisions, la Cour européenne des droits de l'homme, qui vont dans un sens immigrationniste et qui bloquent, et bien sûr aussi au niveau national. Je connais moins bien le droit national italien, mais par exemple en France, il y a aussi tout un corsetage par l'ordre juridique interne. Par exemple, le Conseil d'État, qui a un volume de contentieux énorme lié à l'immigration, a rendu des montagnes de décisions très orientés idéologiquement, qui ont aussi construit un ordre juridique qui verrouille littéralement l'exécutif en France. Et en plus, il y a effectivement ce corsetage européen. Pourtant, Orban y arrive. Orban y arrive, mais en se mettant... Orban n'y arrive pas. Totalement faux. Mais j'ai fait un grand débat avec les identitaires sur Twitter parce que je suis allé chercher tous les chiffres donnés par les statistiques officielles de chaque pays qu'ils donnent à Eurostat. J'ai montré que l'immigration légale et illégale en Hongrie est plus importante que l'immigration en France, proportionnellement. À cause de l'Ukraine, peut-être? Non, c'est que là, en ce moment, que fait Orban? Il construit des usines de batteries avec l'argent européen, donc l'argent des Français, et il importe des Kirghizes, des gens du Moyen-Orient, des Azerbaïdjanais. Non, il n'en a pas besoin, c'est juste un enfoiré, c'est-à-dire qu'il se sert de l'Europe pour prendre de l'argent, et derrière, ils nous concurrencent sur les batteries, les Français, les Allemands, en allant prendre des immigrés kirghizes. Donc c'est un modèle de développement, et Orban n'arrête pas les flux d'immigration, c'est un mensonge total. Olivier Piacentini. Alors, moi, concernant Mme Meloni et sa politique, je rejoins effectivement plus ou moins Philippe Murer concernant la politique européenne pro-immigrationniste et au-delà de la politique européenne, la politique de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique qui chapeautent tout ça. Qu'est-ce que l'OTAN et les États-Unis ont à voir avec les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne? Je pense très clairement que vous avez par exemple un président comme Obama qui a toujours soutenu l'entrée de la Turquie dans l'Europe, qui s'est toujours investi pour qu'on prenne plus de réfugiés depuis la Syrie, etc. Donc je pense que tout ça est en lien clair. Et d'ailleurs, je pense que Mme Meloni, pour le moment, n'arrive pas à appliquer cette politique, parce qu'effectivement, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, elle n'a pas eu un programme de sortie de l'Union européenne. J'ai jamais dit ça. Hein. Non. Enfin, j'ai dit qu'elle s'était fait élire sur un programme en partie anti-immigration.
Anti-immigration, oui. Anti-européen, pas vraiment. Enfin, elle a essayé de rassurer. Bon. Et en plus, elle est tenue par plusieurs éléments. Elle est tenue par le fait que la France, c'est pas l'Italie, c'est un pays qui est totalement inséré dans l'OTAN et qui est même écrasé par l'OTAN en tant que pays défait durant la Deuxième Guerre mondiale, qui est totalement aligné sur la politique américaine. Je suis passé en Italie devant des bases de l'OTAN géantes. Deuxièmement, l'Italie est un pays qui a un problème de dette et ce pays attend à peu près les 2/3 de l'aide européenne. C'était le pays qui devait se tailler la plus grosse part du lion du plan d'aide européen de 2020, qui n'est toujours pas débloqué. Et donc, je pense qu'elle attend cet argent pour, je dirais, appliquer peut-être une politique plus ferme, alors on va plus loin. qui avait d'ailleurs été appliquée il y a quelques années par M. Salvini. Oui, mais... Au moins... Non, mais Salvini, là, il est au bout. Pas beaucoup de résultats. Je pense honnêtement que dans le contexte où nous sommes, il y aura plus un effet d'image sur l'accueil des immigrés et un effet repoussoir d'image qu'on doit véhiculer à travers le monde que véritablement une capacité à les repousser, parce que c'est difficile, honnêtement, il faut reconnaître. On va passer aux travaux pratiques, pardon, hein, mais je vous donne la parole, Laurent, je ne vous ai pas oublié. Hein, mais Philippe Murer dit, en gros, en filigrane, j'ai compris ça, si l'Italie n'était pas dans l'Europe, elle aurait pu décider de ce qu'elle voulait faire. Ah oui, elle peut décider de toutes ces lois, au lieu d'être contraint sur les lois par les lois européennes, qui sont vraiment importantes, hein, regroupement familial, directive retour des clandestins, pas de contrôle aux frontières avec Schengen, c'est des lois très nombreuses. Que pourrait faire une Meloni, par exemple, qui serait sérieuse? Donc, elle est hors de l'Union européenne pour pouvoir commencer à travailler et à arrêter les flux d'immigration. Donc, tous les gens qui arrivent sur place, vous êtes obligés de les récupérer. Ils arrivent en bateau, vous ne pouvez pas les repousser par la force. Ceux qui sont là, vous les récupérez. Vous les mettez dans des centres de rétention. Vous faites en sorte que ce soit examiné en 2 semaines, 1 mois, le plus rapidement possible, les demandes d'asile. Il y en a plein qui peuvent être rejetées très rapidement. Et vous triez entre les économiques et les politiques l'asile politique, vous le laissez, mais c'est extrêmement rare, et il reste 90% de gens et même l'asile politique, vous pouvez le restreindre à des vrais faits politiques. C'est pas parce que vous dites que vous êtes en guerre, c'est pas parce que non, même pas. Pourquoi les Français en guerre devraient partir à l'étranger s'il y a une guerre dans leur pays? Non, ils doivent défendre leur pays. Mais c'est pas parce que vous êtes homosexuel dans un pays où l'homosexualité n'est pas adorée que vous devez venir immigrer en France. Sinon, en plus d'ailleurs, qui sait quelle est votre véritable sexualité? Vous pouvez mentir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Tous ces gens, vous les mettez en centre de rétention, d'ailleurs sur une île, et à ce moment-là, vous dites, voilà, vous ne rentrerez pas quand vous êtes en demande d'asile, et on demande au pays de vous reprendre. Et vous les laissez en centre de rétention jusqu'à ce que les pays les reprennent. Si les pays refusent de les reprendre, vous coupez. Tous les flux, par exemple, des Maliens, qui sont énormes, vers le Mali, ça représente sans doute plusieurs milliards d'euros, les flux financiers des immigrés qui renvoient chez eux. Et je peux vous dire, l'aide au développement, et je peux vous dire que les pays vont à ce moment-là obtempérer. On va prendre l'avis de Laurent. Attendez. Parce que tout le droit de l'Union européenne l'empêche. La directive retour, le retour doit être volontaire. Laurent Duplessis. J'évoquerai tout à fait le cardinal Sarah. Le cardinal Sarah, il est issu de l'Afrique subsaharienne. Et il répète constamment qu'il ne faut pas que l'Europe continue dans l'immigrationnisme sans limite, que c'est un service à rendre ni à l'Europe ni à l'Afrique. Ça prive l'Afrique de ses élites, parce que, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les plus pauvres qui émigrent. Non. Ce sont les gens qui sont capables de réunir les fonds pour financer les passeurs qui les acheminent. Les plus pauvres, ils restent en Afrique. Et donc, on prive l'Afrique de ses élites. Et d'autre part, on déséquilibre complètement les sociétés européennes. Il faut quand même ouvrir les yeux et accepter de voir ce que l'on voit, comme dirait Peggy. L'explosion de la criminalité, elle est liée à l'immigration. Elle n'est pas liée à autre chose. Bon. Et donc, pourquoi tout ça? Parce que la plutocratie dont je parlais tout à l'heure, l'oligarchie plutocratique qui règne sur l'Occident, en alliance avec des extrêmes gauches lunaires et délirantes, impose cet immigrationnisme à des peuples européens qui n'en veulent plus. Depuis longtemps, ils n'en veulent plus. C'est ce que disait Thomas White, qui citait ces sondages. Depuis longtemps, ils n'en veulent plus. On voit que ça monte en Europe. La France, d'ailleurs, est la plus anti-immigration de toute l'Europe. C'est assez intéressant. Il y en a le plus. C'est celle qui en a le plus. Tout simplement. On va vers des désordres monumentaux. On va vers des guerres civiles en France et en Europe. Et la responsabilité en aura incombé à cette plutocratie
tout à fait insane, tout à fait matérialiste, qui n'a d'autre vision du monde qu'une vision de coût-bénéfice. Alors, on va quand même... Je vais céder la parole à Olivier Piacentini, et je vais aller peut-être un peu dans votre sens, histoire de me remettre une bûche dans le feu. Le problème, c'est, si on sort de l'Europe, on se heurte quand même aux fondamentaux des peuples qui veulent rester dans l'Europe. Les Italiens veulent rester dans l'Europe. Alors, les Italiens Français veulent rester mais les dans Français l'Europe. veulent pas rester dans l'Europe. Les Français veulent rester dans l'Europe, c'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen... Ah non, mais non. Pas tous ensemble, pas tous ensemble. Alors, non, attends, j'étais chez Marine Le Pen, donc je vais vous le dire. Le fait que Marine Le Pen a arrêté de défendre la souveraineté nationale n'a rien à voir avec le vœu des Français. Elle avait fait 21% au premier tour, le même de 2017, comme en 2022. Après 5 ans de Macron. Et elle faisait 41% dans les sondages avant d'avoir raté lamentablement son débat de 2017. Comme en 2022. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est un manque de courage face à l'adversité. Vous ne pensez pas que, par exemple, les retraités qui sont majoritairement des votants sont des gens qui sont profondément attachés à l'Europe et que ça risque d'être un vrai problème pour l'arrivée au pouvoir? Sur l'Union européenne, il y aura une participation très très importante. Alors déjà, on a 40% de gens qui sont frexiteurs aujourd'hui. 40% de frexiteurs aujourd'hui. Donc très clairement, avant d'avoir fait le débat, une fois que vous faites le débat et vous révélez le monstre qu'est l'Union européenne, que les gens ne comprennent pas. Je veux dire, ne comprennent pas à quel point c'est monstrueux, ne comprennent pas l'influence sur l'immigration. Vous avez pris la parole, je vous coupe, Olivier. Je vous coupe, Philippe, parce qu'Olivier n'a pas dit ce qu'il voulait dire. Je crois qu'au niveau de l'Union européenne, la sortie de l'Union européenne est difficile parce que les opinions publiques non pas veulent de l'Union européenne, ni même veulent de la sortie, elles ont peur de l'inconnu. Je pense qu'elles ont peur de l'inconnu. Et elles ont peur que le pays se retrouve en marge du reste de l'Union européenne. C'est ce qui a poussé Mme Meloni à cette stratégie, je dirais, pour rassurer, pour se faire élire. Si elle avait été totalement anti-Union européenne, frontalement, il est possible qu'elle n'aurait pas remporté les élections comme elle les a remportées l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il y a un travail, je dirais, de pédagogie à faire, parce que moi, je crois à la sortie de l'Union européenne, je crois que c'est possible. Moi, je crois même que l'Union européenne va se défaire toute seule. À l'aune de la prochaine crise, qu'on aura véritablement du mal avec l'euro. Vous ne croyez pas qu'il faut réformer l'Europe de l'intérieur mais ils ne veulent pour pas que les flux migratoires soient traités différemment? Mais ils ne veulent pas réformer l'Europe de l'intérieur. Il est écrit qu'il faut que les 27 pays, à l'unanimité, ce sont ça les règles, décident de la réformer. C'est ça les règles juridiques strictes. Et il y aura toujours le Luxembourg qui voudra conserver l'évasion fiscale, des pays qui ont besoin d'immigration et qui considèrent cela et qui sont en retard sur les autres, d'autres pays qui veulent du protectionnisme, du libre-échange, alors que les Français veulent du protectionnisme. Vous n'y arriverez jamais, c'est impossible. Je suis d'accord avec Olivier. Je suis d'accord avec Olivier. L'Union européenne va finir par éclater pour plusieurs raisons cumulées. D'une part, parce qu'à un moment donné, l'Allemagne va estimer qu'elle ne trouve plus son compte dans ce système d'Union européenne où elle garantissait la valeur de l'euro par comme dérivé du marque, et bien à un moment donné, elle va trouver qu'elle ne trouve plus son compte. D'autant que c'est une économie qui ne se porte pas très très bien. Voilà, justement, donc à un moment donné, elle va vouloir sortir de l'Union européenne, l'Allemagne. D'autre part, la vox populi, la voix des peuples, commence à se faire de plus en plus entendre par Internet et les réseaux sociaux, qui commencent à être l'antidote de plus en plus efficace contre les grands médias de l'oligarchie plutocratique. Et cet antidote commence à produire ses effets électoraux. On le voit dans les sondages avec la montée des droites dites extrêmes par le système médiatique, et ça n'est rien d'autre que la montée de la grogne populaire vis-à-vis de cette plutocratie. Ça n'est rien d'autre que ça, en réalité. Cette plutocratie qui ignore complètement les volontés populaires en Europe, et il y a une sorte de mécanique des fluides qui se met en place, où de plus en plus la plutocratie va être renversée politiquement par cette révolte des peuples qui va se traduire, je crois, dans les élections, dans les urnes. Thomas White. Je ne sais pas si l'Union européenne va éclater. En tout cas, je suis sûr que face à des défis contemporains comme l'immigration de masse qui nous provient d'Afrique et qui va continuer, parce que l'Afrique explose démographiquement, ça va continuer. On ne va pas s'imaginer. On est à un taux de natalité supérieur à 5. Qui est considérable, et d'ici quelques décennies, le Nigeria, à lui tout seul, sera plus peuplé que toute l'Europe si on continue comme ça. Donc si on s'imagine qu'accueillir des dizaines de milliers ou des centaines de migrants tous les ans, ça va résoudre les problèmes, ça ne va rien résoudre. Ça détruit l'Europe, mais ça ne sauvera absolument pas l'Afrique. Donc ça, c'est clair, on est tous d'accord sur le fond. Ensuite, ce qui est certain, c'est
c'est que face à un défi mondial comme ça, comme celui d'ailleurs de la géopolitique dont on parlera sur le sujet suivant avec les BRICS, eh bien, les États-nations comme la France, l'Italie, etc., ne pourront jamais résoudre ces problèmes entièrement seuls. Donc que ce soit sous la forme d'une coopération interétatique d'États souverains indépendants, ou que ce soit sous une forme où on se coordonne avec des organisations internationales, que ce soit une UE réformée, ou que ce soit autre chose, ce qui est certain, c'est qu'il faudra à un moment ou à un autre que les pays de civilisation européenne, c'est-à-dire qui ont en commun un même corpus historique de civilisation, se mettent d'accord et trouvent des solutions ensemble sur ces problèmes-là. Il faut changer le droit. Il faut changer. Moi, j'en ai marre. Il faut changer. Je termine. Non, j'en ai marre. Je termine. Il faut changer le droit national. Thomas, il vous a piqué la parole. Le Japon arrive tout seul depuis des décennies à avoir zéro immigration, nous on en serait incapables. Mais parce que tout simplement c'est la géographie. Est-ce oui. que l'Italie, la Grèce, la France et l'Espagne ne sont pas victimes de leur proximité? Déjà il faudra avoir une frontière et avoir le droit de la défendre, sa frontière. C'est très bien, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le droit européen, le droit national de chaque État, il faudrait le changer pour qu'on puisse le faire en France. Il faudrait changer beaucoup de choses dans le droit national. On peut changer le droit national, on peut changer le droit européen. C'est plus long, mais c'est possible. Avec une évolution dont on sent qu'elle se déroule en ce moment sur la question de l'immigration. Les pays du groupe de Visegrad, par exemple, mais aussi le Danemark. Le Danemark a d'ores et déjà, au sein de l'Union européenne, une politique indépendante sur la question de l'immigration. Et bizarrement, c'est la gauche qui vient du Danemark, c'est la gauche du Danemark qui est devenue anti-immigrationniste. Il n'est pas impossible que dans les années à venir, de plus en plus de gens, en prenant conscience du désastre de l'immigration, on voit de plus en plus de gens qui appartiennent à des partis traditionnellement institutionnels, de droite modérée ou centriste, voire de gauche, qui commencent à évoluer sur cette question. Donc un basculement est possible, même à l'échelle de l'Europe, pas forcément de l'Union européenne, peu importe. Que ce soit dans l'Union européenne ou à l'extérieur, c'est en tout cas un défi commun qu'on devra relever en commun. Olivier Piacentini. Je voudrais démontrer à Thomas pourquoi c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et ce sera le mot de la fin. L'intérêt d'un pays comme l'Italie au niveau de l'immigration par rapport à l'Europe n'est pas le même que celui d'un pays comme la France. Pourquoi? Parce que l'Italie, c'est le pays d'entrée. Donc le pays d'entrée, il a intérêt, sachant qu'il a du mal à freiner ses entrées, à ce que justement les autres frontières sont ouvertes pour que ces immigrés se répandent ailleurs. D'où les appels de Mélanie à la répartition, voilà. à l'accueil par d'autres pays. Mais finalement, elle sait qu'une partie de cette immigration va pouvoir s'épancher partout, et que finalement, le problème, s'il est flagrant pour l'Italie en termes d'image, à la base, sera, je dirais, amoindri par l'effet de répartition. Donc les frontières Schengen, au niveau de l'Italie, finalement, ça les arrange que l'espace Schengen soit comme ça. Bon, mais il faut de la volonté politique, mais il faut aussi des moyens politiques. Il faut arrêter de se dépolitiser et dire que juste parce qu'on a une volonté, on va faire un combat culturel et on va gagner. Si vous n'avez pas les moyens politiques, si vous n'avez pas la souveraineté, vous perdrez tout le temps. Juridique. Ok, messieurs, on a bien compris que ce sujet n'était pas clos. Il y a juste une chose. Jacques Attali, je ne sais pas si vous avez remarqué, est en train de dire maintenant qu'il faut une frontière extérieure à l'Europe. Ouais. C'est nouveau. Donc c'est en train de bouger. Oui. C'est ce que disait Thomas et ce que beaucoup disent finalement autour de cette table. C'est que les opinions publiques sont en train de bouger, que les grands intellectuels comme Attali et comme d'autres sont également en train de bouger, et donc il y a peut-être une prise de conscience globale. Ils sont en train de bouger, excusez-moi, mais vous écoutez Macron, il est presque souverainiste en termes économiques maintenant, et industriel. Bon, donc on essaye d'épouser une opinion publique qu'on sait très remontée et dont on a peur, pour essayer de la calmer en disant « Ah ben on va essayer de faire quelque chose », puis après ils vont dire « Ah ben oui, mais vous voyez, on n'y arrive pas », etc. etc. Jacques Attali... Macron a dit qu'il fallait restreindre l'immigration, il a dit aussi qu'il voulait répandre les immigrés qui arrivent dans toutes les campagnes. Il dit en permanence tout et son contraire. Vous savez... Même l'Europe, elle a un rapport à un moment donné, vous savez, ça a l'air grand. Messieurs, merci, vous avez bien compris, d'abord je ne les tiens pas, vous avez remarqué que c'était fini, mais ça continue encore, mais c'est bien la preuve que ce sujet est chaud, c'est bien la preuve que ce sujet est un sujet de préoccupation et pas seulement pour les gens qui sont ici, donc évidemment on en reparlera. Mais on va enchaîner, et Olivier m'avait préparé la transition, sur un troisième sujet de géopolitique, mais vous allez voir que ça nous concerne directement, c'est l'élargissement des BRICS. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, troisième et dernier sujet. Alors tout récemment, au mois d'août, les BRICS, alors BRICS ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, l'Afrique du Sud,
ont été réunis à Johannesburg, sans d'ailleurs Vladimir Poutine retenu pour des raisons juridiques, suite à la guerre en Ukraine. On pourra aborder ce sujet. Mais globalement, ils ont décidé de s'élargir à 6 nouveaux pays. Alors je vous les liste. L'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine. Cet élargissement, que dit-il? C'est bien ça tout le sujet. Est-ce qu'il parle de la création d'un bloc face à l'Occident, face au G7, face à l'Union européenne, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, d'une organisation ingouvernable, immaîtrisable et qui ne veut pas dire grand-chose? Il y a vraiment, on voit bien dans les spécialistes qu'il y a des opinions très différentes qui clashent. Oui, alors, effectivement, il y a un mouvement de révolte, entre guillemets, contre l'Empire américain, l'hégémone américain, notamment monétaire. Oui. Et on voit que les BRICS évoquent de manière répétée l'idée de briser le monopole du dollar sur les échanges commerciaux internationaux. Ça, c'est la dédollarisation. La dédollarisation qui a déjà commencé, puisque une partie du commerce international se fait maintenant dans d'autres monnaies que le dollar, notamment le yuan, par exemple, et c'est un phénomène qui s'accentue. À la grande inquiétude de Washington, puisque Washington sait très bien que c'est le privilège monétaire du dollar qui assoit sa domination économique et politique impériale. Ce qui est lourd de conflits à venir, notons-le bien. À chaque fois qu'un chef d'État a voulu se dédollariser, Saddam Hussein, Kadhafi, il y a eu une guerre, il y a eu un bombardement et il y a eu une destitution. Et d'autre part, les BRICS, effectivement, ont quand même un caractère hétéroclite, il faut bien le dire, puisqu'en effet, d'une part, vous avez un antagonisme entre l'Inde et les pays musulmans, le Pakistan par exemple, qui n'est pas dans les BRICS, le Pakistan pour l'instant, mais qui tape à la porte. Mais l'Inde est en antagonisme profond avec des pays musulmans en général, comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. D'autre part... Et avec la Chine surtout, avec des conflits et l'Inde est en conflit frontalier avec la Chine, donc j'allais y venir. Mais pour rester sur les pays musulmans, on va noter quand même une chose, c'est que l'Arabie Saoudite et l'Iran ont signé des accords il n'y a pas très longtemps et sont dans les BRICS, mais le prince Ben Salman a dit il y a quelques jours, et c'est passé un peu en dehors des radars, il a dit « Si l'Iran se dote de la bombe atomique, nous l'aurons très rapidement nous aussi ». C'est vous dire quand même que entre amis, il y a quand même une certaine méfiance. Donc, merci pour cette photo, mais est-ce que, pour vous, ça veut dire que globalement, je vais peut-être plutôt aller prendre l'opinion ailleurs, est-ce que ça veut dire que ce groupe est mort-né ? Ou est-ce que c'est une puissance montante ? C'est une puissance montante. Ok, Olivier Piacentini. J'aimerais vraiment rebondir sur ce que dit Laurent Arthur Duplessis, et je vais me référer à mon premier livre que j'ai édité en 2015, qui s'appelait « Vers la chute de l'Empire occidental », dont Laurent peut parler, puisqu'il m'avait invité à ce sujet lors d'une émission sur une autre antenne. Et j'avais fait tout un chapitre sur les BRICS, où j'avais expliqué, si vous voulez, que la constitution de ce groupe, avec des pays effectivement presque antagonistes ou qui n'ont rien à voir entre eux, comme la Chine, l'Inde, la Russie, où il y a toujours véritablement une grande inimitié, ne reposait que sur une chose, l'affaiblissement de l'Occident et l'envie de se rassembler pour tailler des croupières à l'Occident petit à petit. Et j'avais expliqué dans ce livre que nous aurions l'apparition de conflits qui seraient, je dirais, à l'abri des sanctions occidentales grâce à ce groupe BRICS qui, je dirais, protégerait ses membres des sanctions et des fatwas qu'envoyait l'Occident jusqu'à présent. Les BRICS, on en parle comme si c'était l'ONU, comme s'il y avait une structure administrative, une entente politique, mais enfin, on ne peut pas dire... Oh, il y a très peu de choses, il y a à peine un secrétariat général. Oui, mais... Il n'y a pas de mise en commun économique. Excusez-moi, mais pas tous à la fois. Je vais être clair, les BRICS sont le pendant du G7
pour préparer le G20. Puisqu'en fait, l'instance aujourd'hui qui régit un petit peu les rapports internationaux depuis la crise des subprimes, c'est-à-dire depuis un affaiblissement de l'Occident, c'est le G20. Okay. Donc et c'est pour moi, c'est très G7. clair, dans mon point de vue, le G7, c'est les pays occidentaux et affidés comme le Japon qui se réunissent, et en face, c'est les BRICS qui se réunissent. Les BRICS qui, jusqu'à présent, pouvaient sentir un peu le soufre avec ces pays comme la Chine, etc. Bon, Un peu le soufre. un peu le soufre, Vous voulez dire, vous parlez de dictature comme la Chine, d'accord, comme mais l'Iran, vous voyez bien que comme les pays- l'Arabie Saoudite. Vous voyez bien que les pays rejoignent les BRICS et que semble- personne ne veut rejoindre la sphère de l'OTAN, etc. Et que beaucoup de pays, y compris totalement antagonistes comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, se retrouvent, mais ils se retrouvent sur quel projet? Sur le projet, effectivement, de dédollarisation, de tailler des croupières à Moi, je le l'Occident. vois aussi surtout comme une instance de protection. Aussi, tu oui, l'as on peut dit, voir. Olivier, c'est une instance de protection contre le côté impérialiste et pénible de l'Occident. On Parce peut qu'il- l'appeler comme on veut. Le Il faut fait est quand que même c'est un côté comprendre que le mondialisme anti-occidental. et l'Empire américain est allé envoyer une façon de voir l'économie libre-échangiste, mondialiste, qu'il fallait absolument prendre, que l'immigration était le bien pour le monde entier. On embête par exemple la Birmanie parce qu'elle n'a pas accueilli les Rohingyas qui venaient d'à côté. Oui, oui, oui. Voilà, partout. Le LGBT aussi. Quand j'étais assistant Des parlementaire valeurs et européen, oui. les traités de libre-échange européens incorporent des éléments LGBT. Il faut protéger les LGBT dans vos pays. Donc on fait de la colonisation culturelle. Donc c'est une instance de protection contre ça. C'est un rejet, effectivement. Mais il y a deux possibilités. Soit les États-Unis continuent à vouloir l'empire qu'ils ne peuvent plus être parce qu'ils n'ont plus le pouvoir économique pour l'être. Et dans ce cas-là, les BRICS vont petit à petit se constituer en opposition de plus en plus forte, jusqu'à la fin, si ça va au bout, pourquoi pas créer de nouvelles institutions internationales dont elles seraient les maîtres puisqu'elles les auraient créées, comme l'ONU, nous en sommes maîtres puisque nous l'avons créée. Ou alors, si les États-Unis acceptent que le monde devienne multipolaire comme le veulent les BRICS, que tout le monde soit souverain et décide quand même indépendamment dans sa zone, à ce moment-là, ça va bien se passer. Mais il y a deux avenirs possibles dans ce monde. Laurent, et on va donner la parole à Thomas. Je voudrais revenir Merci. sur la question de la dédollarisation. C'est un processus inexorablement en voie de développement, si je puis dire. Ce processus, il est fondamental. L'Empire américain est basé sur le dollar. Et l'Empire américain a encore 40% du budget militaire mondial. C'était 50% avant, c'est 40% encore maintenant. Et moi, je suis persuadé, alors c'est une idée évidemment qui n'est pas du tout optimiste, je suis persuadé que cet empire ne cédera pas sa prééminence sans utiliser son appareil militaire hypertrophié, notamment en affrontant militairement la Chine, qui est la locomotive des BRICS actuellement, la Chine, en l'affrontant La militairement. locomotive ou la domination absolue, voire la contrainte, la Chine? Non, mais c'est d'abord la locomotive. Là. Oui. Elle ne domine pas de manière absolue, mais elle est la seconde puissance économique du monde. Mais Laurent, en attendant, c'est quand même la Chine qui est plutôt belliciste en menaçant Taïwan. Oui. C'est pas tellement les États-Unis qui en veulent à la Chine. Mais je dirais l'Empire américain défend Taïwan, mais l'Empire américain défend surtout le dollar. Parce que si l'Empire américain n'avait pas le dollar à défendre, Taïwan, il s'en foutrait éperdument. Ce qui intéresse... C'est quand même le centre de production mondial des microchips. Oui, ça peut servir. mais ça commence à changer, on commence à développer ça ailleurs. Avec le etc. Japon, Le nœud du problème, c'est le dollar. Et si les États-Unis perdent la prééminence du dollar, ils rétrogradent économiquement, financièrement et politiquement, ils descendent au troisième sous-sol. Ouais. Ils ne l'accepteront pas et ils feront la guerre. Il n'empêche que les États-Unis, contrairement à ce que l'on voyait venir, sont toujours la première puissance économique mondiale, que la Chine ne passe pas devant et qu'il est probable qu'avec les problèmes de natalité de la Chine, elle ne passe jamais devant. Hein, C'est l'Inde tout qui à fait va juste. Ça a à ce changé, moment-là, hein, cette perspective. ça. Mais disons que la Chine, pour l'instant, reste la locomotive des BRICS. Peut-être que l'Inde va prendre la place de la Chine plus tard, mais je dirais que l'Inde elle-même se retrouvera plutôt dans le camp occidental quand il y aura affrontement, et elle est trop antagoniste avec la Chine. C'est pour ça qu'on dit que les BRICS, finalement, sont pour le moment, en tout cas, beaucoup trop hétérogènes pour vraiment aller très loin. il y a quand même une Mais attendez, collusion. il y en a un qui n'a pas parlé, hein, excusez-moi, c'est normal, Thomas, c'est normal. il est très sage.
Merci Thomas. Oui, vous avez 6 minutes, c'est vous qui finissez l'émission. On s'en va tous. Je ne peux pas parler 6 minutes, mais je suis d'accord que effectivement les BRICS sont réactionnels en grande partie à l'existence et à la domination occidentale. On ne se rend pas toujours compte en Europe et dans le monde occidental, mais il y a un ressentiment un peu partout dans le monde assez important, voire très important envers l'Occident, alors qui varie beaucoup en intensité et en calibrage selon les pays, parce qu'évidemment il y a des pays qui ont un ressentiment du fait de la période coloniale, donc déjà assez ancien. Il y en a d'autres, c'est plus pour la domination qui s'installe après 1945, et notamment l'attitude effectivement très impérialiste des Américains, l'extraterritorialisation du droit américain à travers notamment justement le dollar, etc. Donc il est clair que les BRICS se sont constitués en grande partie de manière réactionnelle face à ça. Alors est-ce qu'ils constituent un bloc qui est capable de faire contrepoint de manière aussi structurée et organisée que le bloc occidental? Non, évidemment. Tous les autres intervenants l'ont dit, c'est extrêmement hétérogène, et certains qu'entre l'Argentine du tango et l'Iran du tchador, on voit bien qu'il n'y a pas de commune civilisation, de commune valeur, ni de commun régime, puisque certains sont des démocraties, d'autres effectivement des systèmes très autoritaires. Par contre, grosse différence avec le bloc occidental, où il y a majoritairement uniquement des démocraties. Donc les BRICS, ça leur permet par contre, ça permet effectivement de faire contrepoint et d'essayer d'imposer même éventuellement, peut-être demain, une multipolarité que pour le moment l'Occident a tendance à refuser, les États-Unis surtout en tête, parce que l'Europe est vassalisée malheureusement, je le déplore évidemment fortement, aux États-Unis depuis des décennies, donc derrière l'Occident suivant les États-Unis, qui continue effectivement d'avoir cette prétention hégémonique, alors que en suivant une idéologie universaliste qu'il faudrait remettre en cause et qu'ils acceptent que effectivement les autres ont d'autres systèmes. Vous approuvez finalement la création des BRICS parce que ça fait un contrepoint utile à certaines valeurs de l'Occident que vous déplorez, j'entends bien ça. Moi, j'ai pas envie que l'Occident soit minimisé. Moi, ce que je veux, en tant que Français, évidemment, et appartenant à une certaine civilisation européenne, et dont les États-Unis sont de facto plus ou moins une émanation ultramarine lointaine, ce que je veux, c'est qu'on reste fiers de notre identité et de nos valeurs, ce qu'on n'est plus. Actuellement, on s'effondre sur nous-mêmes. Je veux qu'on continue à s'affirmer, mais pas s'affirmer, effectivement, en prétendant continuer à donner des leçons de morale à la Chine, à l'Afrique, à l'Inde. Ils n'ont pas à recevoir de leçons de morale de nous, et inversement, nous n'avons pas en recevoir d'eux, et nous n'avons pas à nous mettre dans une situation demain qui nous rendrait dépendants d'eux, comme ça peut être le cas peut-être au niveau économique ou sur d'autres plans. Nous devons aussi préserver notre force. Vous parlez de la dépendance à la Chine, par exemple. Pas la dépendance à la Chine. Pour faire les médicaments et tout ça. Okay. Bien entendu. Sans parler des liens que nous nous mettons nous-mêmes pour des motifs idéologiques, comme on le voyait avec l'Afrique, où on prétend qu'on ne devrait pas pouvoir empêcher l'arrivée de tous ceux qui frappent à notre porte, malgré l'explosion démographique. Ouais, ça aussi, ça fait partie de notre Olivier Piacentini, merci. Je crois que l'Occident, parce que comme l'a dit Thomas, moi aussi je défends l'Occident. Je suis occidental, je vis en Occident, je défends les valeurs occidentales. Bon, on est bien d'accord. Mais je crois que l'Occident a trop vouloir mener et, je dirais, s'aligner sur cette politique impérialiste américaine, a suscité des haines partout. Parce que moi, je suis fier d'être occidental, je suis fier des valeurs de l'Occident, mais je ne prétends pas que la Chine devienne occidentale, que l'Inde devienne occidentale, que l'Afrique devienne occidentale. Je pense qu'il y a une diversité des civilisations et que déjà, culturellement, avec ce message pseudo-progressiste, mondialiste, on heurte culturellement les gens. On les heurte très fortement. Et moi, qui connais bien l'Afrique, je le ressens très fortement. C'est-à-dire, on a l'impression de leur donner des leçons de morale, y compris sur des questions de mœurs qui sont particulières à chaque peuple. Donc, on va beaucoup trop loin. Vous avez effectivement cette question, je dirais, d'une feuille de route économique et politique sur lequel ces pays-là n'ont pas envie de s'aligner, et je vois monter une haine anti-occidentale partout. Les BRICS... Que vous sentez plus grande qu'il y a 10 ans. Oui, vous connaissez bien l'Afrique, très clairement. LGBT, ça fait LGBT woke, mais bien sûr. Qui est une question de civilisation, hein, mais qui est une question de civilisation pour tous les pays, d'équilibre de la société. Ça met la trouille à tous les dirigeants de tous les pays qui ne sont pas occidentaux. Oui, mais en même temps, dans les pays, si on s'arrête 2 minutes sur cette histoire LGBT, il me semble que le mariage pour tous est autorisé en Argentine et il est en passe de l'être si ce n'est déjà fait en Inde. Donc la situation n'est pas si simple. Mais ailleurs, ailleurs, le mariage pour tous est récusé complètement. Bien sûr. Moi, je crois que l'Empire américain a basculé en même temps dans ce délire wokiste lunaire. C'est sorti des universités américaines. Ça a été encouragé par l'oligarchie médiatico-politique américaine. C'est une espèce de délire lié au consumérisme américain qui s'est répandu sur la planète. C'est une espèce de triomphe d'un individualisme
coupé de toute espèce de réalité naturelle, et effectivement, ça soulève l'exaspération du reste du monde. Mais avec par exemple, justifie en partie l'intervention en Ukraine par la protection par rapport aux valeurs occidentales décadentes. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a eu, on l'oublie aujourd'hui, une période où toutes ces tensions avaient commencé à s'apaiser. C'est la période Trump. Parce que Trump était nationaliste, alors évidemment c'est le mot honni, mais dans son esprit nationaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ne sont plus un empire, mais une nation avec des intérêts, la nation certes la plus puissante, mais une nation à défendre, et en abordant les relations internationales sur cette thématique-là, Trump avait réussi à apaiser bon nombre de satrapes et d'agitateurs, genre Kim Jong-un, etc. Et pardon, Kim Jong-un, la bromance a duré assez peu longtemps et sans aucun effet. Attendez, ça n'a pas vraiment marché. Il n'y a pas eu pendant 4 ans de tir de missiles nucléaires coréens, donc il y avait bien quelque chose qui le retenait. La Chine ne survolait pas Taïwan. Il se passait beaucoup. Il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Donc soyons sérieux. Trump avait eu un discours d'une brutalité inouïe sur les Nord Stream, dont on sait que c'est les Américains ensuite qui les ont sabotés. Du temps de Biden, c'est eux qui les ont fait sauter. Mais Trump avait menacé très durement les Allemands qui participaient à la construction de Nord Stream, et Trump défendra le privilège monétaire du dollar comme ses prédécesseurs. Or, il n'y a que ça qui compte. Mais là, Laurent, j'ai bien dit que Trump défendait les intérêts américains, mais sur un autre plan Les Américains sont liés à l'empire du dollar. C'est marrant. On était sur les BRICS et on a dérivé sur Trump. Mais il voulait terminer l'empire doucement, s'il vous plaît. Doucement. Mais il avait une manière d'aborder les relations avec justement les puissances des BRICS qui les heurtait beaucoup moins. Et on avait senti un apaisement, y compris avec la Russie, pendant ces 4 années. Je vous signale quand même que c'est Trump qui a réussi à faire reconnaître l'État d'Israël par un certain nombre de pays arabes. C'est lui qui a ouvert la guerre froide avec la Chine. Absolument. C'est la Chine. Poursuivi par le centre de gravité, c'est la Chine. Thomas White a le mot de la fin, mais ça dure 20 secondes. Il est certain, pour finir, que ce ressentiment, autrefois, les autres pays extra-occidentaux avaient du ressentiment, mais en nous admirant, parce qu'ils admiraient notre puissance. Voilà, aujourd'hui, ils ont du ressentiment en nous méprisant. Exactement. En nous méprisant parce qu'ils voient qu'on s'effondre sur nous-mêmes et ils voient cette dérive des valeurs, effectivement, qui est extrêmement choquante dans énormément de pays ailleurs. Et ça, c'est problématique. C'est le mot de la fin. Concernant Trump, on va en reparler. Ça n'a échappé à personne. Puisque selon toute prévision, il va être au moins candidat. Sauf si la justice réussit à le coffrer. Allez, on se retrouve dans 15 jours, avec d'autres invités, d'autres sujets. Et merci d'avoir assisté à cette émission. Messieurs, merci d'y avoir participé. À dans 15 jours donc, au revoir.